Et j'expliquais aussi aux gens qui arrivaient qu'on n'était pas une chaîne de télé. Donc ils me disaient, ah bon, mais ils étaient assez déçus. Ils pensaient qu'ils arrivaient dans un truc de télévision. Et je leur disais, non, nous, on fait du marketing. Faut jamais écouter ça, c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Si on dit ça, c'est le début, c'est que c'est très bon, c'est que c'est totalement possible. On a des programmes qui sont des marques. Moi, je suis le gardien du temple de la marque et de toutes les marques. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Cette semaine, j'accueille André de Sémienne, qui est pour moi la véritable définition d'un entrepreneur média, puisqu'il n'a cessé de développer et construire des projets au fil de sa carrière. D'abord avec la co-création de la marque jeunesse de TF1 T'es Fou, puis le lancement de la chaîne Télétoon sur TPS, avant de passer chez les Américains de Warner Bros pour déployer Cartoon Network. Ensuite, avec Gong, il lance le pari fou d'un service de télé 100% digital en SVOD, avant même que Netflix fasse son virage du numérique. On parle du métier d'acheteur de programmes de télé, de coproduction, de la nécessité d'une stratégie marketing appuyée sur des marques fortes et des communautés. On discute de ses projets actuels qui vont des sports de combat à la musique symphonique. On évoque le passé avec le lancement des bouquets de chaînes par satellite et la guerre entre Canal Satellite et TPS, mais aussi le futur, puisqu'André nous donne sa vision presque déconcertante des médias de 2070. Bonne écoute. Eh ben bonjour André. Et bonjour Simon, comment ça va ? Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es ce qu'on appelle un vrai entrepreneur média. Tu es un peu un vétéran, entre guillemets. Tu as été un peu touche à tout, donc tu as fait de l'audiovisuel. Là, on discutait un peu, tu me disais que tu faisais de la radio. Tu vas certainement nous raconter que tu fais des choses aussi dans d'autres secteurs. Donc, c'est super intéressant. Tu as touché à beaucoup de domaines, la jeunesse. Oui, c'est vrai. Le sport un peu, la télé-réalité, l'humour. Tu vas nous raconter tout ça, mais je trouve ça cool parce que justement, c'est diversifié. On va pouvoir parler de plein de sujets. Et puis aussi parce que tu as été, pareil, on va en parler, un des premiers à lancer des plateformes d'OTT en France, dans les premiers, Ouais, avec c'est vrai. Gong Media. Et donc, tu vas nous raconter ça aussi parce que c'est pas souvent d'avoir des précurseurs et des gens qui ouvrent la voie quasiment quoi. C'était un peu après Netflix. C'était quoi ? C'était en 2000. C'est un projet qui a démarré en 2005, 2006. Et donc, on a lancé cette plateforme et cette marque en France. On l'a d'abord lancé au UK et en France, on l'a lancé en 2009. D'accord. Donc 2008, avant 2009. Netflix en France, c'est sûr. Ouais. Et quasiment au moment de Netflix, quand ils ont fait leur switch digital aux États-Unis. Donc, ok, super intéressant. Voilà, c'est ce qui s'appelait à l'époque Gong, qui s'appelle Gong Media aujourd'hui. Ouais. Ok, on va revenir là-dessus. Généralement, l'une des premières questions que je pose aux invités, c'est comment tu t'es retrouvé t'es tombé dans la marmite des médias. Est-ce que t'es quelque chose que tu voulais faire depuis que t'étais petit, ou est-ce que c'est un truc qui t'est tombé dessus et tu t'es dit c'est sympa et t'es resté dedans? Ouais, c'est ça. C'est une très bonne façon de résumer. Je suis tombé dedans par hasard et je m'y suis plus dans le bain en question et je suis resté. Moi, au départ, j'étais dans les médias du côté agence. Ouais. Donc du côté pub, j'avais ma boîte assez jeune, 22 ans, et donc je travaillais avec des médias, parce que c'était des supports.
tu faisais, t'étais agence. On va dire, on intégrait absolument tout parce qu'à l'époque ça se faisait, c'est-à-dire qu'on assurait de la régie. Ouais. C'était avant la loi Sapin, et d'ailleurs c'est la loi Sapin qui a fait qu'on a fermé cette boîte. On assurait de la régie pour nos clients, on faisait du B2B, de la presse, du print, de l'affichage, des opérations de promo événementielles. On a bossé pour de la joaillerie, pour des bagnoles, pour tu vois, pour de la photo. On a lancé par exemple les photos, on va dire de luxe, avec marge blanche. Alors c'est tout bête, ça fait bizarre à dire aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'on a relancé les marges blanches autour des photos, puisque dans les années 70, il y avait de la couleur et qu'il n'y avait plus de marge. Les marges, c'était avant, en noir et blanc. Et donc, c'est cette histoire de blanc autour de l'image. Quand tu demandes à quelqu'un de dessine-moi une photo, eh ben, il va te faire un cadre blanc. Il va pas te faire un rectangle. Et donc, en fait, on est parti de ce truc-là et on s'est dit, mais donc, une photo, c'est ça. Et donc, pour mettre en valeur l'image, évidemment, le blanc autour, ça, voilà. Et on avait fait ça avec la Fnac, enfin, avec un papier Kodak spécial, enfin, bref. Donc, ça, c'était mon époque pub. Et donc, je travaillais avec des supports aussi. Voilà. Et quand ça s'est terminé, pour cause de loi Sapin, donc c'est-à-dire la loi Sapin. La loi Sapin, en fait, elle contraignait les agences à l'époque avaient le droit de négocier d'agir comme régie et donc de négocier des supports, de l'espace dans des supports pour le compte de leurs clients. Et donc par rapport à un prix tarif, par exemple, dans un canard, dans un magazine, qu'on allait pouvoir négocier le prix, on va dire qu'on obtenait, je sais pas, moins 50% sur le prix tarif, et on rétrocédait finalement à notre client une partie de cette commission, de ce discount, et nous, on gardait une commission. Donc, on prenait, je sais pas, 20 ou 30%, et puis le client, il payait moins 20 ou moins 30%. Donc, il était content, on était content, et le support était content parce qu'il avait vendu son espace. Mais bon, étrangement, ça plaisait pas à certains, et ça a disparu. Et donc, ça a précipité à cette époque-là, qui était aussi une époque de crise, une partie de toutes les petites agences dans le trou. Donc, principalement, à cette époque-là, c'était du print que vous faisiez? C'était du... au niveau régie, c'était essentiellement du print. Voilà. On faisait surtout du print. Oui, on faisait pas... Alors, en fait, dans cette partie-là, on faisait du print, mais moi, j'ai commencé dans l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on tournait des films, dans des films d'entreprise. On appelle ça comme ça à l'époque. Donc, des films produits pour les marques et les clients B2B. D'accord. Et ces films-là, du coup, vous les mettiez où après, une fois qu'ils étaient tournés? Ça appartenait au client. D'accord. Lui, il l'utilisait sur ses supports. Il l'utilisait sur ses supports pour son usage, que ce soit, je sais pas moi, effectivement, un séminaire annuel, tu vois, une convention, un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'ai même démarré avec ça. Simplement, j'ai tout de suite été amené à me poser des questions autour des marques parce que on avait des gens qu'on contactait ou qui nous démarchaient pour avoir leur film. Et ils savaient même pas ce qu'ils voulaient raconter dedans. C'était, on va dire, le début de ce genre de choses, de la vidéo, et donc c'était quelque part à la mode. Et les mecs, ils voulaient un film, mais ils savaient pas ce qu'ils allaient réellement raconter, et ils avaient éventuellement une image de marque pourrie et un logo pitoyable. Et donc moi, dès le début, je me suis dit, mais attends, je peux pas leur faire un film s'ils savent pas ce qu'ils veulent dire et qu'ils ont un logo qui veut rien dire et qui exprime rien. Il faut d'abord commencer par ça. Et donc du coup, j'allais dire instinctivement, j'ai proposé à ces gens-là autre chose que ce pourquoi ils étaient venus me voir. J'aurais dit, il faut d'abord, avant de faire un film, il faut d'abord repenser votre strat, votre image, et voilà. Et donc, en fait, au lieu de leur vendre juste un film, je leur vendais le tout. Ok, mais c'est marrant parce que, on va en reparler après, mais j'ai l'impression que tu as gardé cette façon de réfléchir, d'abord en marque, même pour des médias, et ensuite de dupliquer un environnement. Oui, je pense. Et du coup, effectivement, pour ça, il n'y avait pas d'études particulièrement qui m'ont amené à ça. Je suis tombé dedans, si tu veux. Mais dès le début, clairement, je me suis dit, mais ce qui compte, c'est effectivement la marque. Si on veut faire passer un message, il faut avoir quelque chose derrière de tangible et de crédible. Et à l'époque, toi, tu faisais de la production vidéo, du coup, pour ces clients-là, des films entreprises. En fait, ouais. Et ça coûtait cher à l'époque. C'est vrai. Par rapport à aujourd'hui. Oui, ça coûtait très cher. Oui, rien que les caméras bêta avec lesquelles on tournait, avec les objectifs ingénieux qui allaient avec, elles coûtaient 1 demi-million de francs. La cam et l'objectif. Ça paraît dingue aujourd'hui. Mais du coup, moi, je me demande souvent, c'était donc réservé quand même à très peu de gens, ce matériel
Aujourd'hui, n'importe qui peut faire un film corporate. Sur Internet, on trouve Il n'importe. n'y avait pas des milliers de boîtes sur la place. Maintenant, toutes n'étaient pas équipées. Tu avais aussi des boîtes qui louaient le matos et on louait, nous, le matos comme la plupart de ces boîtes, avec que les très très grosses boîtes qui possédaient leur parc, si tu veux, lecteur bêta, lecteur Umatic, cam bêta, etc. Ouais. Okay. Mais bon, même ça coûtait quand même vachement cher à louer et du coup, oui, c'était pas des films à 300 balles, quoi, c'est sûr. D'accord. Donc, ok, il y avait quand même déjà de la demande, même malgré les tarifs. Moins qu'aujourd'hui, j'imagine, mais d'accord. Ouais. Et donc, suite à ça, donc l'agence ferme. Tout à fait. Sapin. Voilà, ouais. Exactement. Et là, tu te dis que tu avais eu cette expérience autour des marques, autour d'un univers un peu média, tu as fait de la prod. Tu te dis. En fait, là, je me dis, c'est très simple, je me dis que j'ai plus du tout envie de travailler pour des clients dans une agence. Et parce que je me dis que finalement, c'est extrêmement compliqué et qu'il vaut mieux que je me forge une expertise du côté des supports, donc des médias avec lesquels éventuellement je travaillais. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, ce qui m'intéresserait, ce qui m'amuserait, c'est travailler dans un média. Donc j'ai fait ce que tout le monde fait à l'époque. En plus là, je venais de me marier, j'avais un bébé, etc. Donc j'avais un peu de temps. Enfin, j'ai fait un peu de conseils en fait pour les Japonais de Dentsu. Ouais. Donc j'étais pas totalement inactif en réalité du tout, mais bon. Donc j'étais un petit peu le pied encore en agence et déjà avec les Japonais, étrangement. Et donc j'ai envoyé des CV, j'ai cherché quoi. Okay. Et effectivement, je connaissais absolument a priori personne particulièrement dans les médias et donc j'avais pas de préférence. Donc radio, presse, télé. D'accord. Donc j'ai envoyé partout et j'ai eu plein de réponses négatives. Enfin, pas plein, mais j'en ai eu, ce qui était déjà finalement en soi plaisant d'avoir des réponses. Une réponse, ouais. Et ça, c'est un truc important dans les boîtes finalement, de répondre aux gens et de prendre le temps de répondre aux gens qui viennent vers vous pour des jobs. Et quoi ? Et ben tout simplement, il s'est trouvé que j'ai eu plein de réponses négatives, mais par le hasard de la vie, peu de temps après, j'ai un pote qui était à TF1 qui m'a dit mais il faudrait que éventuellement on monte une unité jeunesse, il faudrait que tu viennes voir parce que on cherche des gens, enfin on cherche 2 personnes, voilà. Et donc je suis arrivé comme ça à TF1 jeunesse. Et donc c'est marrant parce que je crois que je les ai encore. J'ai d'un côté une lettre de réponse de TF1 négative à ma proposition, et puis le même mois j'ai une lettre positive d'embauche mais non, mais du même groupe. C'est marrant parce que quand tu racontais et que tu me disais j'ai envoyé des CV, j'allais dire et que je pensais que tu allais me dire j'ai envoyé des CV puis on m'a accepté, et j'allais dire tiens, c'est étrange parce que on sait que dans le milieu des médias, finalement, c'est beaucoup de gens, de recommandations, de réseaux, de cooptation. Et t'allais me faire mentir, mais en fait, non. C'est comme ça que ça s'est fait finalement. Bah ouais, tout à fait. Donc, c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Bah ouais. Donc, TF1 jeunesse. Ouais. Là, on est en quelle année ? 95. Ils ont aucune offre jeunesse à l'époque ? Il y a une offre jeunesse, mais elle est outsourcée, c'est-à-dire qu'ils diffusent des programmes du groupe AB parce qu'il y a un accord qui est passé à l'époque par la nouvelle entité qui dirige TF1 issue du groupe Bouygues et qui a repris donc Patrick Lelay qui dirige tout ça. Et il y avait tellement, je pense, à leur place, je ferais pareil aussi, tellement de chevaux et à nourrir et de sujets à gérer, etc. Qu'ils ont délégué clairement la jeunesse à l'extérieur. C'était pas le premier, le premier des sujets, et ils l'ont délégué à Berda et exactement AB Group. Voilà. Et donc c'était Dorothée, l'époque du club Dorothée, etc. sur TF1, mais qui est à l'époque où effectivement j'ai été contacté par mon ami, par Benoît Runel, que je peux citer, c'était en grave perte de vitesse, et Lelay avait décidé de réinternaliser la jeunesse. Donc il y avait une case, mais c'était pour supprimer le club Dorothée et la remplacer par autre chose. Perte de vitesse en audience. Il y avait plusieurs choses. Il y avait bien sûr il y avait l'audience qui était de moins en moins bonne. Il y avait l'image qui était
catastrophique, et on en a parlé pendant plusieurs années dans la presse. C'était les mangas japonais violents, blablabla. Il y a eu toute une campagne anti-TF1, c'est l'époque de la boîte à coucou, etc. TF1, donc qui était quand même bien massacré sur certaines autres chaînes d'ailleurs. Et voilà, ça avait des effets par capillarité qui étaient pas très bons, même pour la régie, à mon avis, c'était chiant. Donc le revenu morflait, l'image morflait, donc il y avait urgence. Il fallait changer, d'accord. Donc là, on restructure, on réorganise, on fait ça à la maison. Là, ils font ça à la maison. Ils recrutent Dominique Poussier qui venait de la fiction et qui bossait avec Brognaud et qui était, je crois, sur le service public et qui était finalement devenue très vite une experte et qui était une nana absolument super. À l'époque, il y avait plusieurs créneaux. J'imagine c'était le dimanche matin, le mercredi, peut-être. C'était le mercredi, enfin tous les matins. Il y avait tous les matins une case tous les matins, 6h30, 8h. Même un peu plus que 8h, ça débordait jusqu'à 8h10, je crois. On n'allait pas plus loin parce qu'il fallait que les enfants partent à l'école. Et puis il y avait une case le mercredi et une case le samedi qui était elle chez Disney. Effectivement, c'est Disney qui gérait cette case. Voilà. Donc ça faisait quand même pas mal d'heures et voilà, et c'était rigolo. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas pour le petit sujet, moi je connaissais absolument rien au dessin animé et rien au programme télé. D'accord, puisque je suis arrivé par une infâme cooptation et donc du coup j'étais pas, d'ailleurs on me l'avait dit, j'avais reçu des réponses négatives, donc j'étais pas le mec de la situation pour être dans un média, enfin en tout cas c'était semble-t-il compliqué, et l'animation encore moins. Et donc j'arrive là-dedans et Dominique, je rencontre Dominique, Benoît me dit il faut que tu rencontres Dominique, je la rencontre, voilà, femme charmante et bon, et il s'agissait d'être conseiller artistique et donc de juger finalement de la qualité et de la pertinence d'un programme pour une audience, pour une cible. Donc, chose un peu essentielle en télévision, savoir si le programme est en phase avec l'audience qu'on veut toucher à une certaine heure. Donc, le b.a.-ba. Et étrangement, à l'époque, il y avait déjà chez TF1 en jeunesse des programmes sur étagère. C'est-à-dire, il y avait déjà des programmes achetés, payés, achetés, qui n'étaient pas diffusés. Donc, il y a déjà une petite question, c'est... Finalement, ils arrivaient dans ce job, Dominique comme Benoît qu'elle vient de recruter, qui était lui à la vidéo avant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et ça et ça qu'on a sur les étagères? Qu'est-ce que ça vaut? Donc, on me recrute pour faire ça. Bon, moi, je viens d'une agence de com, de pub, je fais de la prod du film, de je sais pas quoi, enfin, de la marque et ça. Bon. Et je lui dis, elle m'explique ce qu'il faut faire. Je lui dis, ok. Mais bon, je lui dis, moi, j'ai jamais fait ça. Et dessin animé, j'aimais bien, mais bon, j'en ai pas regardé depuis un certain temps. J'avais déjà 30 ans, 32 ans. Et je lui dis, mais alors comment je vais savoir si mon jugement est le bon, si ça marche, quoi. Parce que là, on a un truc d'essai, une période d'essai. Et elle me dit, c'est très simple, André, c'est vachement simple. Si toi, tu regardes le programme et que ton jugement est que tu aimes et que moi, je n'aime pas, c'est pas bon. Si tu n'aimes pas et j'aime, c'est pas bon. Si tu aimes et j'aime, ou si j'aime pas et tu aimes pas, c'est bon. Je fais ok, c'est simple. Donc dans ce cas-là, oui, c'est facile. Voilà. Et c'est parti comme ça en fait. Alors c'est marrant, il y a deux trucs que je retiens qui sont intéressants. C'est que le premier, comme quoi on peut faire un job, arriver à un job sans avoir d'expertise et pourtant l'appréhender quelque part un peu naïvement, mais très bien l'appréhender. Donc c'est pas forcément... Aujourd'hui, les gens qui disent t'as pas l'expérience pour faire tel ou tel job, ça c'est pas forcément légitime comme discours. Et le deuxième point que je trouve marrant, c'est que aujourd'hui, alors ça paraît bizarre parce que Netflix, c'est des algorithmes presque qui décident, mais à l'époque, il y a 2 personnes, et peut-être un peu plus, mais une équipe, 1 ou 2 personnes qui vont décider ce que des millions de personnes vont regarder et vont décider que c'est bien pour eux. Donc après, évidemment, il y a les audiences. Qui donnent la sanction. Ouais, bien sûr. Mais ça m'a toujours interpellé, tu vois, ce système où en fait, c'est choisi comme ça. Après, j'imagine qu'il doit y avoir de temps en temps des tests qualitatifs, peut-être des focus group. Alors, exactement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me suis posé la même question que toi, même à l'époque.
Je me suis dit, ah bon, c'est comme ça Ouais. qu'on décide Ouais. de ce qui va passer sur une antenne. Donc, qu'est-ce qu'on achète Ouais. ou qu'est-ce qu'on produit et éventuellement, une fois qu'on l'a produit ou acheté, comment on décide de le diffuser, quoi. Hein. Et donc, il y avait pas de choses organisées. Et le plus effrayant, c'est qu'à l'époque, il y avait rien du tout d'organisé sur la jeunesse, les enfants, nos enfants, les chères petites têtes blondes, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, bien, qui sont d'ailleurs des tranches d'âge très différentes à adresser. Un enfant, c'est pas un enfant avec un E majuscule Exactement. ou un K majuscule pour kids. C'est des enfants avec des tranches d'âge très différentes. Et donc, sur cette audience ultra sensible et très importante, eh bien, il n'y avait rien de sérieux en place à l'époque en France, y compris malheureusement au service public. Il n'y avait rien d'organisé. Et donc, ce qu'a fait Dominique et ce qu'elle a organisé, et j'ai trouvé ça formidable, déjà, c'est d'avoir donc des gens qui font ce boulot et qu'elle juge ou pas comme étant compétent pour le faire. Il s'est avéré que quand j'ai visionné le premier programme, j'ai su immédiatement... Ouais, je me rappelle très bien ce que c'était. C'était Dr Globule. En anglais, c'était Transylvania Pet Shop. Et c'était produit par Philippe Mounier, qui est un producteur français. Je sais pas s'il produit toujours, et c'était franco-britannique, et c'était assez rigolo. Et c'était un programme qui était sur étagère, qui n'était pas encore diffusé, et que j'ai jugé extrêmement bon. Et ça a cartonné parce que ça a très bien marché quand elle l'a diffusé après moi, puisque moi je crois que je l'ai diffusé sur Télétoon d'abord, après quand je suis parti, on y viendra peut-être. Mais j'ai su immédiatement en regardant qu'en fait j'étais capable de regarder un programme en me mettant dans la peau de la cible. Ouais, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et le mec qui est un bon acheteur ou un bon programmateur, il doit être capable de regarder un programme en étant, pas lui, mais en étant celui qui est censé être la cible. Sinon, c'est pas bon. Faut dissocier son jugement personnel complètement. de... Voilà. Faut complètement dissocier son jugement personnel. Mais ça, c'est un exercice qui est très dur à faire. Moi, je crois que ça, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Voilà, ça s'apprend pas. Mais effectivement, je sais pas si c'est dur à faire, mais en tout cas, soit tu peux le faire, soit tu peux pas le faire. Voilà. Donc là très vite tu fais des recommandations, voilà, exactement, recommandations, mais sauf qu'au bout de 3 mois il y a à peine ou à peine plus, il y a Patrick Lelay qui décide en tout cas qui annonce officiellement le lancement de son projet de plateforme satellite digitale, enfin numérique on disait à l'époque, avec France Télévisions et la CLT pour contrer en tout cas pour proposer une offre qui soit pas juste celle de CanalSat et il a essayé de s'entendre avec eux et ça n'a pas été possible. Donc il a monté une plateforme. Et il a convié autour de table M6, la CLT et ce qui est un peu la même chose, mais pas le TPS, non. Et ça s'est appelé, le nom de code, j'allais le dire, c'était télévision par satellite sur les documents internes. Nom de code, télévision par satellite, voilà. Et ça s'est appelé TPS. Mais c'était le nom de code. Donc il a dit, il est là à ce moment-là. Je me rappelle qu'il y avait ces 2 plateformes pendant un moment. Ils ont lancé ça et ça a été lancé en décembre 97. En se disant, on va avoir une offre spécifique. En décembre 96. On va avoir une offre spécifique jeunesse. En fait, l'idée c'était d'avoir, bien sûr, à cette époque-là, et c'est toujours vrai, il faut avoir une offre familiale, donc cinéma, sport et a priori jeunesse, et puis un peu de découverte, etc. Mais globalement, c'est ça, cinéma, sport, famille entre guillemets. Donc a priori dans la famille, il vaut mieux avoir des trucs pour les enfants. Et donc là, il y a eu une tentative de négociation à l'époque avec Lagardère pour essayer d'inclure Canal J, puisqu'il y avait qu'une chaîne de télévision en France pour les enfants à l'époque, une seule, c'était Canal J. Et là aussi, cette négociation a échoué, donc pas d'autre choix que de faire une chaîne, produire une chaîne in-house, en maison, une chaîne jeunesse. Et donc là, je me souviens, un jour, Dominique Poussier dit, ça y est, ça se précise, apparemment, faut qu'on fasse une chaîne rapidement dans les 2 mois, ça intéresse qui? C'était un peu comme en classe, on était 5, qui lève le doigt, moi, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. 3 mois après, donc t'as quitté très vite le bateau TF1, en fait. Ouais, en fait, je suis resté... c'est ça, moins de 6 mois. Donc il y a des stagiaires le temps de co-lancer T'es fou avec l'équipe qui s'est appelée T'es fou. T'es fou, mais sur une chaîne séparée.
Non, au départ, l'intention, ça a été de créer une marque. En fait, mon idée, j'étais pas le seul, Pierre Belaïch aussi, et une consultante américaine qui était là à l'époque. L'analyse, ça a été, il faut faire une marque, un petit TF1. Okay. Donc, il faut faire une chaîne dans la chaîne. Ouais. Donc, il faut la brander comme une chaîne, il faut la packager comme une chaîne, mais c'est un petit. Donc, on partait du logo TF1 qu'on a squeezé et qui se transformait et qui devenait TF Pouette, comme on disait, c'est-à-dire un 1 à l'envers qui devenait un point d'exclamation. Et c'est devenu ce TF est devenu T'es fou en fait, parce qu'on a décliné en fait tous ces sons. C'était ce qu'on appelle des ID, des bumpers, et à force, c'est devenu T'es fou en fait. Mais c'est le même concept qui est toujours à l'antenne 24 ans après en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est ce concept de faire une marque dans une marque, quoi. Et c'est la même marque en fait, c'est le même truc qui est toujours là. Okay. Je sais pas s'il y a des exemples. Ils ont même fait un T'es fou. Et il y a eu un spin-off, puisqu'il y a eu une chaîne effectivement complète et entière. Voilà, T'es fou. Et puis il y a un service OTT. OTT, ouais. Donc tout ça, d'accord, on voit bien l'évolution satellite jusqu'à OTT. Finalement, ouais. Donc je sais plus pourquoi on parlait de. Donc toi t'as rejoint ce nouveau moi j'ai rejoint ce bouquet pour co-créer Télétoon, voilà cette chaîne qu'on a appelée Télétoon et qu'on a lancée avec François Deplanque. On l'a faite en 3 mois quoi. 2-3 mois. Donc comment ça se passe, parce que quand tu as 3 mois pour créer une grille de programme, acheter des contenus. Bah ouais, t'as 3 mois surtout pour acheter des contenus, parce qu'il nous faut ce qu'on appelait des programmes avant à l'époque. Tu te rappelles le coût de grille à l'époque non, je m'en souviens pas, mais enfin, c'était. De toute façon, comme souvent, les business plans qu'on avait prévus sont pas ceux qui se sont réalisés. Et en revanche, ce qui était très compliqué à l'époque, dès le départ, c'était de négocier les droits pour un mode de diffusion qui n'existait pas. C'est-à-dire que quelque part, en fait, bien sûr que le satellite existait, mais dans la tête des producteurs et des distributeurs, quand tu venais et tu disais « je t'achète des droits satellites numériques », eh ben, il y avait un trou dans la raquette sur le contrat de copro sur droits satellites numériques. Les mecs ne savaient pas ce que c'était exactement comme droit, c'était compliqué. Ils pensaient que si ils te vendaient du satellite, leur programme serait sur la Terre entière, quasiment. Ouais, mais ça va être dans toute l'Europe, etc. Tu comprends, voilà. Bon, ils connaissaient pas cette notion de box, justement de droit, d'accès, avec des contrôles d'accès dans les box, etc. Enfin bon, c'était compliqué et il fallait convaincre et évangéliser les producteurs et les distributeurs de te vendre. Les mecs ne voulaient pas forcément le vendre. Voulaient, mais ils te proposaient un prix indécent. Ouais, voilà, qui n'avait pas de sens. Voilà, donc oui. C'est parce que ça, donc voilà, satellite, machin, je sais pas, 10 000 par épisode. Et moi, je disais, mais 10 000, attends, moi, j'ai 0 abonnés, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te donne 10 000 pour un abonné? 10 000 euros? Non. Donc, c'est juste pas possible. Tu vois, c'est pas du hertzien national avec 10 millions de personnes par jour ou par bloc dans une tranche horaire, quoi. Alors, pour replacer un peu le contexte pour tous ceux qui écoutent, le TPS à l'époque, donc c'était payant. Un bouquet payant, concurrent de CanalSat. Gratuite, t'étais obligé de payer. Alors non, la particularité et la force de TPS, et c'est pour ça que TPS a décollé très très vite, c'est que parmi ses actionnaires historiques fondateurs, c'était en fait toutes les chaînes gratuites. Donc c'était d'un côté le monde du gratuit contre le monde du payant qui était représenté par Canal, et donc ces gens du gratuit, donc de ce qu'on appelait la télévision hertzienne avant, qu'on appelle aujourd'hui la TNT, eh bien se sont alliés, TF1, France Télévisions, M6 se sont alliés pour créer une offre de chaînes de télévision payante, et c'était leur incursion, le début de leur apprentissage de la pay TV, de la télévision payante. Et en fait, l'idée pour eux, c'était d'apprendre, parce qu'ils savaient que le paysage allait évoluer et qu'ils allaient devoir faire de la télévision payante. En tout cas, s'il y en avait un qui le savait, ou deux, c'était Patrick Lelay et Nicolas Taverneau. Je pense que voilà. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle, mais on y reviendra plus tard, avec Salto, aujourd'hui, où c'est un peu les diffuseurs gratuits, qui sont devenus un peu payants maintenant parce qu'ils ont toute une offre un peu TF1, M6, France Télé, qui s'allient contre Netflix
C'était un peu, je suis un peu le parallèle. Ouais, mais tu vois, une fois de plus, Canal n'est pas dedans. Canal n'est pas dedans. Étrangement. Canal est en face, Canal Mais reste Canal est en avec marge, et Netflix. Canal regarde. Canal est avec Netflix. Il lance une offre avec Netflix, donc. Il distribue. Oui, c'est ouais. ça, ouais. Ils ont une espèce de partenariat. Ouais. Mais d'accord, donc la chaîne était payante, Télétoon. Enfin, dans un bouquet payant. Ouais, c'était dans le bouquet TPS, c'était disponible dans le bouquet de base. Tu te rappelles combien ça coûtait à peu près? Alors là, non, pas du tout. Je me souviens pas du tout combien ça J'ai pas non plus, coûtait. je me rappelle plus. Non, mais d'ailleurs, tu sais, c'est pire parce que c'était en francs. Là, ça va pas nous rajeunir. C'était en francs. Parce qu'on a lancé en décembre 96, donc je peux pas te dire combien ça coûtait, mais c'était en francs. Ça devait être l'équivalent de, je sais pas, j'aurais dit une cinquantaine d'euros. Mais ouais, je sais peut-être que c'était une cinquantaine de francs, je sais pas, 49 francs, 90, ouais, je sais pas. Mais d'accord, donc les gens avaient accès à tout. Et comment ça se passait sur les reversements? On avait on était très organisé, très efficace, je le sais parce que je m'en suis occupé après, puisque j'ai quitté là au bout de 2 ans de Télétoon et voilà, je suis passé, on va dire, un peu au-dessus sur la partie négociation de chaîne du bouquet, et mon boss était devenu Guillaume Depoche, qui était le DG en charge des programmes, qui est devenu après le patron d'RTL Group. Okay. Oui, c'est ça. Donc on avait mis en place un système de reporting très précis, mensuel, des abonnements, de façon à ce que tous nos ayants droit, enfin en réalité pas nos ayants droit, mais nos fournisseurs de chaînes, que ce soit BBC, CNN ou d'autres, ils aient des reportings super carrés, et pour ça ils nous le disaient d'ailleurs, et ça moi j'étais plutôt content de ça, vu que c'est moi qui étais en contact avec eux, j'étais en charge de ce qu'on appelait le marketing chaîne de la plateforme et de la relation avec les chaînes, et ils me disaient tout le temps, mais chez vous c'est nickel. Sous-entendu, en face c'est pas nickel. Ouais, je ne dis rien d'autre, mais apparemment c'est pas nickel, c'est pas clair en face. Chez vous c'est nickel, c'est clair. Voilà. Pense que. Mais pour comprendre, c'était proportionnellement à l'audience, vous reversez. Non, on faisait comme on fait aujourd'hui. Enfin, comme on a fait pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'était un prix par abonné par mois. Okay. Donc tout simplement, on leur donnait le nombre d'abonnés dans leur pack ou sur le basique s'ils étaient sur le basique. Mais par exemple, Télétoon faisait partie d'un package avec plein d'autres chaînes. Télétoon, c'était différent parce que Télétoon, on était éditeur nous-mêmes de Télétoon. Ouais. Donc c'était de l'interne. Oui. Enfin, je dis que c'était différent. Je dis pas qu'il y avait un régime différent. Simplement, d'ailleurs, on n'était pas payé très cher pour Télétoon. En réalité, c'était pas une chaîne chère pour le bouquet, voilà. Mais comme souvent, une chaîne jeunesse. Tu vois, Canal J à une époque était payé chez les autres, donc distributeur 6 francs par abonné par mois. Waouh, magnifique. 1 euro. Wow. Bon voilà. Nous, on était loin d'être à 6 francs, loin d'être à 1 euro. Je sais pas si on était à 2 francs ou 1 franc 50. C'était le bout. Voilà, c'était le bout du monde. Les autres chaînes en fait. Non. Nous, Télétoon particulièrement, non, pas Télétoon particulièrement, c'est que en fait, c'était le nouveau prix qui correspondait à la réalité. L'époque où LCI, Eurosport et Canal J étaient payés 6 francs par abonné par mois, c'est l'époque de la construction du câble, donc ce qu'on appelait le plan câble. Il y a eu cette décision de créer un réseau câble, c'était la Lyonnaise et je sais plus comment ça s'appelait, oui je crois. Hein. Et donc l'État derrière, et donc il fallait bien mettre des chaînes dans les tuyaux. Donc ça a été subventionné d'une certaine façon, clairement. Et il fallait qu'il y ait de l'argent pour acheter des programmes, pour les produire, et voilà. Donc d'où les prix qui étaient en fait très élevés. Et moi quand je suis arrivé en 99 au job des relations avec les chaînes et du marketing des chaînes, et que je négociais les contrats, le premier truc que j'ai fait, c'est renégocier les contrats à la baisse. Donc voilà, avec nos partenaires, on a parce que l'économie n'était pas possible. Voilà. Ok. Donc dernière peut-être question sur Télétoon. Vous produisiez du contenu ou vous faisiez que de l'achat? Alors on avait un budget uniquement d'achat qui était prévu, uniquement de l'achat. Et je t'avoue que je me suis vite dit qu'il fallait impérativement coproduire. Okay. Et donc je crois que c'est moi qui l'ai proposé à François de Planck à l'époque. Enfin, on en a parlé en tout cas. Je dis il y a des trucs, il faut qu'on coproduise. C'est-à-dire qu'au lieu
d'acheter, eh bien, on fait un deal un tout petit peu différent, mais dans le fond, qui change pas tellement de choses pour notre business plan, notre PNL. Okay. On va rallonger la durée des droits, puisqu'on amortissait les droits. On va dire modifier un petit peu l'organisation de la répartition du budget, puisque on a finalement une enveloppe en tant que directeur des programmes ou qu'acheteur qui te permet d'acheter des droits. Ouais. Il n'y a pas marqué il me faut 13 séries avec ce budget. En tout cas, à l'époque, c'était un budget et il faut optimiser pour, voilà. Après ça, on a besoin de remplacer combien de séries, on a besoin de machin. Mais comme on construisait, on n'était pas dans une logique de j'ai besoin de remplacer 6 droits qui se terminent. Donc, j'ai acheté beaucoup de droits longs. Donc, on avait des aisances de budget qui m'ont permis de coproduire et d'investir sur des premières prods. Je crois la première que j'ai faite, c'était Jean-Luc et fait pas ça avec Nelvana et Bibo Film, qui était un truc complètement absurde, un peu barré, un 30 secondes. C'est un format court. Taré, ouais, format court, ouais. Et donc on me disait, les formats courts, ça marchera jamais, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, mais bon, je pense que ça peut teinter pas mal les antennes si c'est bien foutu. Et puis de toute façon, on n'avait pas non plus des gros budgets, donc voilà. Et puis on en a fait peut-être après, enfin c'était la première, je crois, et puis après il y en a eu plein d'autres, et puis Télétoon en a fait plein d'autres, et il continue à en faire. Aujourd'hui, maintenant, c'est chez Canal, mais quand Canal a repris, il y a eu une fusion de ces deux bouquets. Ouais, TPS et Canal à l'époque. Ouais. Ok, super intéressant. Mais après Télétoon, t'es passé, j'ai envie de dire, côté américain. Chez les Américains, oui, je suis passé de l'autre côté de la force. Ouais, c'est vrai. Non, mais est-ce que c'est une des questions que je voulais te poser, puisque t'as fait des sociétés françaises et puis t'as fait un peu le pendant américain, sur une chaîne concurrente un peu. Complètement concurrente de Télétoon, ouais. Donc tu as pu voir les deux façons de gérer, française et américaine. Ouais. Et ouais, ça, je voulais un peu savoir ton expérience comment c'est géré un média à l'américaine par rapport à un média à la française, même si c'est dans un paysage audiovisuel. Écoute, ils sont très réactifs, très prudents, très à l'écoute de la régulation et de la façon dont ça se passe sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu l'intelligence, et ils le font toujours, de ce qu'ils appellent localiser. Et donc localize. Donc en fait, en réalité, le doublage. Le doublage français, non. Ce qu'ils appellent localize, en réalité, ça veut dire adapter leur offre à une offre locale. Okay. Donc ça veut dire tu embauches des gens du pays, tu fais le truc évidemment dans la langue du pays. Bref, tu fais tout comme si c'était fait sur place. Sauf que tout n'est pas fait sur place puisque tu travailles avec un catalogue et que il y a une partie en réalité du staff qui est déportée à Londres au siège. En l'occurrence, c'était Londres. Donc, mais bon, oui, respectueux, sinon quand même, voilà, de ce qui se passe sur place et comment le régulateur fonctionne. Donc très prudent et en même temps une rapidité un pragmatisme et une rapidité de décision. C'est ça qui t'a marqué qui fait que les choses avancent vite, même si on se trompe, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise. En fait, elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas oubliée. L'erreur. Et jamais 2 fois l'erreur. Oui. Ils font jamais 2 fois l'erreur. Mais ok, s'ils la font une fois, au moins ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils savent et voilà, et ils le prennent en compte et voilà, c'est jamais 2 fois. Mais du coup, ça avance vite. C'est vrai ce que tu dis, puisque je sais qu'il y a notamment dans les investissements de start-up aujourd'hui, les VC américains, les investisseurs américains, certains refusent de financer des entrepreneurs s'ils n'ont pas coulé une boîte d'abord. Ouais, c'est un truc très américain ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais comment couler une boîte, donc si t'as pas déjà coulé une boîte, t'es moins sérieux, tu vois, t'es moins légitime. Donc c'est un peu le même. Je trouve ça. Est-ce que tu as eu de l'expérience, il dirait ça comme ça. Et c'est sûr que ça compte. Et puis après, évidemment, c'était une boîte magique. Moi, quand ils m'ont approché pour me recruter, c'est parce qu'ils avaient vu, fort heureusement, ce que j'avais fait et réussi sur Télétoon. Et c'est eux qui m'ont recruté, ils m'ont approché. Et j'avoue que dans ce milieu-là des chaînes jeunesse, où là, on était déjà à l'époque, il y avait déjà 4 chaînes, je crois. Disney se lançait ou était lancé, Fox arrivait ou allait arriver, enfin on était Cartoon Network, c'était le Graal pour
moi et mes confrères, on va dire, c'était le top du top, le plus beau catalogue au monde. Enfin bref, j'y croyais à peine que ce soit eux qui viennent me proposer ce job. Voilà, enfin Bugs Bunny, Tom et Jerry, Batman, Warner, Popeye, tout le catalogue de la Warner et tout le catalogue d'Hanna-Barbera, Scooby-Doo. Je te dis Tom et Jerry, enfin un catalogue de dingue. Moi, je disais souvent quand on me demandait, il y a quoi, il y a tout sauf Mickey et Woody Woodpecker. Ouais, c'est ça. Et Woody Woodpecker, c'était Universal. Depuis, je crois qu'ils ont peut-être racheté des droits, mais et puis il y avait pas la Panthère Rose non plus, mais bon, voilà, c'est anecdotique. Donc c'était voilà tout le classique et des nouveaux, les Super Nana, des tas le studio Hanna-Barbera est devenu studio Cartoon Network, donc une usine à cartoon, mais des nouveaux cartoons. Et sachant que Warner aussi continue à produire des nouveautés. Enfin, tu vois, donc c'était génial. Et puis ça, plus après, peu de temps après, la chaîne de cinéma, où là, il y avait un catalogue, toute la MGM jusqu'à 87 et toute la Warner Bros. Donc en fait, c'était un terrain de jeu incroyable. Ouais, voilà. C'était rigolo. Voilà. Et pour reprendre justement tes réflexions autour des marques que tu as eues, même chez Télétoon, chez Cartoon Network, tu as un peu les mains liées, les pieds, les poings liés, parce que c'est à l'américaine, donc tout est sous charte. Justement, mais moi je venais de ça et c'est pour ça qu'ils m'ont embauché. Okay. C'est qu'ils ont compris que pour moi la marque c'était la clé. Et je disais souvent d'ailleurs aux gens que j'accueillais ou les nouveaux venus, parce que comme je suis arrivé dans cette boîte, j'étais seul. Il y avait CNN, l'équipe de CNN Europe qui était là, donc moi le seul représentant de l'entertainment le premier jour c'était moi. Et donc il a bien fallu que je monte des équipes et que je recrute. Donc, ce qui était fondamental, c'est que j'étais le gardien du temple et j'expliquais aussi aux gens qui arrivaient que on n'était pas une chaîne de télé. Donc ils me disaient bon, mais ils étaient assez déçus. Ils pensaient qu'ils arrivaient dans un truc de télévision. Et je leur disais non, nous on fait du marketing. On vend, on fait du marketing. On a des programmes qui sont des marques. Moi, je suis le gardien du temple de la marque et de toutes les marques. Voilà. Et on construit une marque au-dessus qui s'appelle Cartoon Network, en s'appuyant sur les marques qui sont à l'intérieur, qui sont elles toutes connues. La nôtre, Cartoon Network, même les Français sont incapables de prononcer le mot network aujourd'hui. À l'époque, en 99, personne ne pouvait prononcer correctement network ou network. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, on avait même ce problème-là sur la marque. Donc, on nous appelait Cartoon. Les gens nous appelaient Cartoon. Exact, c'est Cartoon, c'est Cartoon, c'est ça Cartoon. Et je disais non, c'est pas ça Cartoon. Oui, c'est bien nos programmes. Mais c'est sur Canal, on leur vend. Oui, il y avait le slot, ça Cartoon. Voilà. Et donc, donc voilà. Donc c'était justement cette expertise-là qui les intéressait. Et donc ils étaient très à l'aise avec le fait que je sache ce qu'est une marque. Et moi, j'étais très à l'aise avec le fait que eux sachent que tout est une marque et tout est charté. Et donc à partir de là, moi, j'avais les mains complètement libres. J'avais les clés du coffre, que ce soit le coffre au dollar ou le coffre au programme et aux marques. Donc je me suis éclaté. Et à l'époque, c'était que du payant ou est-ce que vous faisiez un peu de pub? On avait un site, on a lancé un site internet version française, donc il était évidemment accès gratuit, mais les chaînes étaient payantes. C'était des chaînes payantes dans les offres des opérateurs. Maintenant, si le câble, pour différentes raisons, voulait, et ça, c'était des négos qu'on avait avec eux, nous mettre en basique et nous rémunérer correctement, on préférait, puisque moi, le but du jeu pour moi, c'était de servir de levier de business pour toutes les entités du groupe Time Warner qui faisaient du business autour de nos marques. Donc tu penses au merchandising. Bien sûr. Voilà. Donc pour moi, ce qui était important, c'est d'exposer Scooby-Doo, d'ailleurs de relancer Scooby-Doo en France, parce qu'on a relancé Scooby-Doo en France. C'était totalement enterré Scooby-Doo à l'époque. J'ai refait faire les génériques de Scooby-Doo. On avait perdu les génériques français, tu vois. Donc on a refait des chansons, on a réenregistré. Donc c'était un boulot intéressant. Et pour moi, le but du jeu, c'était ça. C'était l'exposition maximum. Développer le business autour de chaque marque qui était le programme. Et donc exposition maximum et revenu maximum quand même pour pouvoir générer du business. Mais la chaîne n'était jamais en accès purement gratuit. L'opérateur nous payait toujours. Et enfin, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Puis c'est des discussions qu'on a déjà eues sur le podcast autour de la marque d'un média qui parfois en fait est développé pour être une marque avant tout exposée au maximum, et en fait dans une stratégie ensuite de développer effectivement des activités parallèles
du merchandising, des événements, et que en fait le business, parfois le modèle économique principal n'est pas forcément celui qui va rapporter le plus, mais c'est en fait autour de ces marques-là que tu vas construire vraiment ton empire économique. Ouais, il y a des discussions comme ça. Tout à fait. Et c'est vrai que ce sujet-là, ce que les Américains appellent ça le consumer products, était pas très développé à l'époque. En France, le sujet des produits dérivés n'était pas prégnant comme il est aujourd'hui. Mais à tel point que tu vas me dire si c'est vrai, mais à l'époque, quand j'étais moi dans la distribution, on travaillait autour de marques et on m'avait dit que, notamment à l'époque des Power Rangers ou Bioman même encore avant, le deal c'était les séries avaient été données gratuitement aux chaînes pour pouvoir vendre les figurines. Tout à fait. C'est vrai, ça. Oui, Saban complètement. Je connais bien l'histoire, Voilà. parce que j'ai rencontré Saban et je connais bien l'histoire. D'ailleurs, Benoît Runel, dont je parlais tout à l'heure, c'est lui qui a monté Fox Kids en France, donc il a été recruté par Saban chez TF1 pour monter une chaîne concurrente de la mienne. Donc on s'est retrouvés concurrents pendant plusieurs années, alors qu'on est potes depuis très longtemps. Donc c'était rigolo. Mais complètement, c'est comme ça qu'il a fait. Il a placé la série gracieusement aux US sur un network et pour exposer, pour vendre ses jouets. Il a fait plus de 2 milliards, je crois, de dollars de vente de Power Rangers. Enfin bon, un truc de dingue. Il l'a revendu et racheté et revendu. Enfin en plus quoi, derrière. C'est un truc de fou quoi. Saban, c'est extraordinaire. Mais oui, et c'est tellement fort tout ça que les produits dérivés rentrent dans l'art aujourd'hui, dans l'art moderne, dans certains artistes. Je regardais ça là tout à l'heure, t'as quand même plein de trucs. On le voit pas parce que c'est un podcast, mais ça, tu connais. Il y a Snoopy. Voilà, t'as des artistes qui rentrent dans la pop culture. Qui rentrent dans la pop culture complètement. Wonder Woman, là, celle-là, elle est un peu plus évocatrice. Tiens, tu parlais d'un personnage japonais. Goldorak. Non, c'est pas Goldorak. Tiens, ça, c'est les Power Rangers, c'est Powerpuff Girls. Ça, c'est une de cartoon qu'on a lancé en 99. C'est rigolo. C'est devenu maintenant iconique. Et donc, voilà, certains programmes ou produits dérivés sont devenus. On est dans un monde de la marque encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Non, mais c'est super intéressant cette réflexion autour de la marque. Et donc là, j'avance un peu en accéléré sur ton parcours, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est super intéressant en même temps. Après la parenthèse jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as quitté Alors j'ai quitté après 5 ans cette magnifique entreprise dans laquelle j'étais très bien et cette aventure qui était exceptionnelle et que j'ai quitté à regret. Mais pas tant que ça parce que je voyais qu'il y avait un vrai souci. Si tu veux, moi ce que j'aime ce sont les projets. Les projets, construire. Ouais. Donc et les marques bien sûr, ça tu l'as compris. Donc, pour moi, au bout de 5 ans, j'avais fait boucler le projet sur lequel j'avais été embauché par Andy Bird, qui était le patron international de Turner à l'époque et qui est après parti pour faire je crois que c'était le boss international de Disney pendant un bon moment, pendant très longtemps. Et Andy, qui était un Anglais qui avait monté Capital Radio, Capital Records, je sais plus, enfin une radio, Capital Radio, une radio anglaise, était un type super d'ailleurs, beaucoup de vision, et c'est le premier que j'ai entendu parler de non-linear dans une réunion non linéaire, donc en 99. Et donc ce pourquoi il m'avait justement donné les clés des coffres, c'était bouclé. Donc la suite pour moi, c'était le digital. J'avais initié pas mal de choses chez Turner avec le digital, les premières applications interactives, les services interactifs, une app, ça s'appelait pas app à l'iMode à l'époque, mais utilisant l'iMode. Ouais. Donc je sais pas si tu te souviens de ça, c'est une WAP, techno. Non, c'était quoi? En fait c'était l'iMode, c'était un super WAP. Développé par NTT Docomo, qui est l'opérateur japonais historique. Et donc ça marchait, et c'est Bouygues qui avait signé ça en France sur ce téléphone. Bouygues a toujours eu un peu une longueur d'avance techno. En fait, ils avaient besoin en tant que challenger d'avoir un truc plus malin et franchement, pour ça ils étaient doués. Et du coup, ça marchait beaucoup plus vite et beaucoup mieux que sur le WAP. C'était plus ergo, en fait, plus ergonomique. L'UX, comme on dit aujourd'hui, l'ergodynamique.
design était bien meilleur. Ouais. Parce que l'ergo design du WAP était vraiment malheureusement à pleurer, quoi. C'est juste une catastrophe. Et donc voilà. Donc ça, j'ai développé une app avec Bouygues là-dessus. Enfin, donc j'avais creusé beaucoup le sujet sur la techno. Moi, un de mes trucs, c'est que je suis fan de techno, en fait. C'est que je suis fan du futur. J'aime le futur. Ouais. Le futur me passionne depuis toujours. Donc, je tiens ça de mon père, qui était un homme du gadget et donc du truc du futur aussi. Et donc voilà, je voyais que le futur de la télé, c'était pas la télé par câble. Ça ne pouvait pas. Ce qui m'a séduit dès le départ à TPS, c'est quand je faisais certaines visites des installations dans le détail, notamment je trimballais des étrangers, des gens qui venaient du monde entier, des États-Unis, de l'Australie, du Portugal, du Brésil, vraiment de beaucoup de pays pour visiter, voir et comprendre ce qu'on avait fait en France, parce que finalement le projet TPS était la première plateforme totalement intégrée digitale. Oui. Chaîne comprise, chaîne de télévision comprise, au monde, chaîne comprise. D'accord. Sky a fait la même chose après, mais Sky existait, mais il était analogique. Canal, Sat existait, mais était analogique. Donc le format de diffusion, c'était du numérique. Le numérique. Moi, finalement, je dis souvent, je suis un bébé du numérique. Ouais, c'est ça. Je suis né avec. Passé par le satellite au tout début. Dans la télé, entre guillemets, je suis né avec le numérique. Et effectivement, oui, au début, c'était le numérique, ce satellite, effectivement, qui transportait le numérique le plus facilement. Ça a pu se transporter sur le câble, mais c'était long et compliqué. C'est même pas encore fini d'ailleurs. Il y a encore du câble analogique, voilà. Et bon, après ça, l'Internet est arrivé en 95 et a juste tout bousculé. Simplement, moi, je savais que ça allait tout bousculer. Donc, mon problème était que je ne voyais pas rester dans une chaîne du câble qui était lancée à maturité sur 5 continents en langue française, 3 chaînes. Bref, j'avais fait le job. On avait, je sais plus combien de millions, 10 millions d'abonnés. Enfin, bref. Donc le next step pour moi, le next challenge, c'était le numérique, c'était le digital, indispensable. Okay. Et donc, je savais que ça ne pouvait pas arriver, malheureusement, dans cette boîte qui était géniale, parce que c'est un énorme paquebot et que c'était trop tôt pour eux. Voilà, et maintenant c'est trop tard pour eux, malheureusement, puisqu'ils ont été rachetés et voilà, ils appartiennent à un opérateur et ils sont inexistants sur le net aujourd'hui avec leur contenu film et animation. Ouais, Cartoon. Un cartoon n'est nulle part en réalité. C'est pas référent, alors qu'ils étaient dans une logique de référent du dessin animé. Et donc c'est parce que toi tu penses, ton analyse, c'est qu'ils ont raté ce virage. Ah oui, ils l'ont complètement raté et ils pouvaient pas le prendre, c'était impossible. Malheureusement. Et toi du coup, comment tu l'as pris ce virage moi je l'ai pris en partant et en lançant ma propre boîte qui s'appelait Gong Media, qui existe toujours et qui avait la vision, en tout cas moi et ceux qui m'ont suivi, de travailler à la façon d'Internet sur des communautés ou ce qu'on appelait des tribus au début d'Internet, donc des gens qui sont regroupés par centre d'intérêt et donc qui vont consommer, parler de sujets qui les passionnent. Donc c'est ce qu'on appelle les communautés aujourd'hui. Pour récapituler, tu t'es dit nouveau projet, faut partir sur le numérique, etc. Et ta réflexion avant de lancer ce projet, ça a été, j'imagine, tu as réfléchi en termes de marque, mais tu vas nous dire comment. Et tu as surtout réfléchi en termes de communauté. Tu t'es dit où est-ce que il y a des passionnés, en fait, c'est ça? Où est-ce qu'il y a des passionnés, des communautés qui vont pouvoir être intéressés, relayer l'offre de programme? Et je vais bâtir un produit en partant de là. Parce que souvent, il y a beaucoup de projets de chaînes, ça part de l'idée de quelqu'un dans sa tête qui a envie de faire ça. Et toi, tu es parti à l'inverse. Je suis parti à l'inverse. Je suis parti de la marque, en fait. Je suis parti du concept, du projet. Et après, j'ai cherché, on s'est dit dans le fond, quel programme il faut mettre dedans. C'est ça. Dans le fond, voilà. Ouais. Et j'ai fait ça avec Benoît, donc mon vieux complice, dont je parlais tout à l'heure, Benoît Runel, qui lui avait l'idée, qui était passionné d'animé, qui trouvait ça génial, ce que produisaient les Japonais, et c'est clair. Comme on était quand même devenus des vrais mecs de programme et d'animation, ce qui, moi, m'intéressait déjà depuis très longtemps, en fait, c'était l'animation adulte. En fait, dès l'époque de TPS et Télétoon en 96, 97, je voulais lancer un service, une chaîne nocturne d'animation adulte. Comme il existait en Amérique un truc qui s'appelait Locomotion,
qui était une chaîne complètement barrée, décalée, avec de l'animation produite pour les 15+, et pas pour les enfants. Et donc j'étais toujours convaincu que l'animation, c'était, contrairement à l'esprit des gens, le dessin animé, ce n'est pas que pour les enfants. Et il n'y a pas que le film de Disney familial. Ouais. Il y a d'autres aussi choses. Purement adulte. Ouais. Voilà. Et donc ça, je voulais monter un business et enfin quelque chose là-dedans parce que j'en étais archi convaincu. Donc ça n'a pas pu se faire à TPS malheureusement, et c'est aussi ce qui a pu faire que je suis parti. Ouais. Parce que j'avais commencé à acheter des droits chez MTV qui commençait à produire des choses intéressantes. Donc j'ai acheté, je sais plus, Aeon Flux, qui était complètement un truc japonisant dingue, Ren Stimpy, voilà, Celebrity Deathmatch, je sais plus, enfin des trucs complètement azimutés d'animation, et voilà, ça s'est pas fait. Mais donc avec Benoît, on partageait aussi ça, et donc on s'est dit qu'il fallait le faire sur de l'animé, sur ce qu'on appelait le manga en France, et en revanche, on était parti de ce concept d'abord, il faut faire une plateforme. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est très précurseur, parce que quelle année c'est, tu me disais tout à l'heure? C'est 2005. 2005. Il y a un peu de diffusion de contenu en ligne, c'est le début de YouTube. C'est le tout début de YouTube. Ils ont lancé en 2006. Voilà, même pas. Donc il y a très peu les gens regardent pas de contenu vidéo en ligne, très peu. Non. Et toi, tu te dis, on va quand même faire une plateforme, on va même pas essayer de faire une chaîne télé. Alors Benoît voulait faire une chaîne télé et satellite, et moi je voulais faire une plateforme. Et bon, on a trouvé un compromis. On a d'abord fait la plateforme, et puis après, il s'est trouvé qu'on a fait les chaînes. Mais ouais, c'est ça. On a fait une plateforme. Enfin, en tout cas, l'idée c'était de générer un business sur Internet, de lever des fonds. On a levé des fonds avec des Britanniques. Ça vous a permis Ça, c'était ma première levée de fonds. J'en ai fait plusieurs après. Ça vous a permis d'avoir le premier stock de programmes, Exactement. de payer la tech. Exactement. Voilà, tout à fait. Après la tech, ça devait être très cher à l'époque, mais j'imagine que c'est beaucoup moins cher que si tu montais une chaîne télé avec un flux. Bah oui, parce qu'à l'époque c'était encore cher, on va dire, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et puis, pour l'anecdote, puisque je repense à ça tout d'un coup. En fait, les gens avec qui on s'était associés étaient les Britanniques qui venaient d'une boîte qui s'appelait c'était quoi? C'était iTel. Enfin bref, les gens qui avaient fait une grosse sortie dans le preschool, et donc ils avaient des réflexes anglais ou d'anglais, et des réflexes quand même de l'ancien monde, comme dirait Macron aujourd'hui, et du coup moi je leur fais un business plan, enfin et donc il y avait bien sûr de la distribution sur on va dire tous les écrans digitaux, donc les ordis, et puisqu'à l'époque on va dire qu'il n'y avait pas de tablette, il y avait quand même moins d'écrans, et les mobiles. Et donc j'ai fait une projection à 5 ans sur les mobiles, et rapidement le mobile dépassait l'internet, entre guillemets, si tu veux, l'internet, ce qui s'appelait internet, ce qu'on appelait le broadband, le broadband, on appelait ça le broadband, le desktop. Et le mec m'a dit non mais attends, ça c'est impossible, c'est quoi ce truc-là? Jamais, mais même pas en rêve. Tu rêves complètement. C'est des chiffres n'importe quoi, des chiffres stratosphériques. Et je dis mais si, c'est ça qui va se passer. Les gens auront le téléphone, la télé dans leur poche. Tu penses bien que c'est ça qui va être le plus consulté quand il y aura les débits. C'est toute la question, c'est quand. Oui, c'est quand. Voilà. Bon voilà. Alors il est pas mort, hein, mais moi non plus. Tu vois, mais on bosse plus ensemble, c'est sûr. C'était un peu tôt. Voilà, c'était trop tôt. Ok, donc vous avez levé les premiers fonds pour la première version. En 2005-2006. Et comment c'était payant, ou vous aviez des annonceurs? C'était payant. On a connu toutes les plateformes de distribution diverses et variées. Les BT, je sais plus comment ça s'appelait, i quelque chose, là, une plaforme de British Telecom qui nous distribuait. L'équivalent d'Orange. Orange, O2, O1, machin. Enfin, il y a eu plein de gens qui nous ont distribué. Les Juiced qui sont morts et enterrés. Plein de gens qui sont morts et enterrés. Hein. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est à quel moment ils sont venus vous voir pour vous dire, ou vous êtes allé les voir, mais à quel moment ils ont accepté d'être... Les plateformes? Ouais. Pourquoi ils ont accepté, puisque vous aviez peut-être pas à l'époque une grosse audience, je sais pas. Non, mais ils démarraient aussi. De toute façon, ils cherchaient des contenus. D'accord.
finalement. Donc c'est une sorte d'âge d'or, c'est-à-dire t'arrives, tout se monte, donc tu dis bah moi j'ai des contenus, ça peut être pertinent sur les 15, enfin voilà, les ados, les gens. Ah ouais, carrément les ados, bah oui c'est les early adopters, donc bah oui, donc nous on a des programmes pour les early adopters. Voilà. Et donc vous avez grossi un peu grâce à toutes ces plateformes qui ont repris votre plateforme. C'est un peu comme ça que vous avez repris notre chaîne en réalité. En fait, c'est une chaîne, c'est des plateformes qui distribuent, c'est les distributeurs et nous on était éditeurs. Voilà. Finalement. D'une offre que eux reprenaient et que vous avez distribué donc d'abord au UK et après en France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Et là aujourd'hui, et donc ça a duré combien de temps cette aventure ? Les Britanniques, ça a duré 1 an, le temps qu'on se rende compte qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble, quoi, globalement, quand même. Okay. Ouais, les Anglais et les Français, c'était toujours compliqué en fait. Ouais. Love and hate, ça s'appelle. Ouais. Non, voilà. Et après, on s'est séparés. Et ben on a repris notre liberté, et on a continué avec un tour de table différent et sans eux, voilà. Et donc effectivement, pour moi, c'est le début de l'aventure réelle, c'est-à-dire pouvoir travailler librement sur des communautés. D'accord. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. On parlait du sport tout à l'heure ou d'autres sujets. C'est ça, on arrive justement sur la partie aujourd'hui. Donc, c'est quoi tes projets aujourd'hui ? Sur quoi tu travailles ? Parce que tu as beaucoup de projets pour te connaître un peu. Tu as beaucoup de projets et très différents. Donc, si tu peux un peu les énumérer, c'est. Alors, oui, je peux parler ce qui est public ou ce qui est d'actualité. Bon, il y a effectivement, on parlait du sport, donc le MMA, ça c'est un sujet aussi que tu connais. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que c'est complètement sous-travaillé, sous-développé. Le sport de combat, mixte, le MMA, les arts martiaux mixtes, en français, Mixed Martial Arts, et donc qui a longtemps été interdit. La diffusion, en tout cas, la diffusion en France de MMA a été interdite. Exactement, c'était interdit pour des raisons, dans le fond, aujourd'hui, on est presque en 2020, qui sont complètement obscures et absurdes, et on est, ça a été le dernier pays au monde à autoriser ce sport, ce qui est quand même dingue, devenu le 4e sport aux États-Unis, quasiment le 2e sport en Amérique latine derrière le foot. Donc c'est un peu dingue, mais il y a toute une filière du sport extrêmement développée en France depuis très 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 longtemps. On a un savoir-faire incroyable. On s'est formé des jeunes dans beaucoup de disciplines différentes. Et donc, je me suis rendu compte que dans le MMA, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui sont en train de se diriger ou qui ont été formés depuis une vingtaine d'années déjà par d'anciens combattants de kickboxing, de karaté, de judo, de lutte. Bref, c'est des arts martiaux mixtes. C'est des gens qui viennent de plusieurs disciplines et qui savent pratiquer plusieurs disciplines de sport, de combat. Mais c'est vrai qu'en France, on a une culture du judo, on a une culture du karaté. Enfin voilà. Étrangement, on est assez proche du Japon et de l'Asie culturellement pour plein de choses. Donc effectivement, la mode, la cuisine, les arts pour certains et le sport aussi. Et donc à partir de là, il y a vraiment des tas de talents. Enfin, et ces gens-là sont un peu bridés et ils n'ont pas de quoi s'exprimer. Et voilà. Et il n'y avait pas vraiment de chaîne et de marque qui leur était consacrée. Donc c'est ça le projet MMA TV, ça vient de là en fait. Ça vient de là. Donc tu as identifié une communauté. Voilà, exactement. Ok. Et on a créé une marque et on va continuer à travailler cette marque MMA TV pour développer ce sport. Avec du contenu exclusif, des tas de ligues de par le monde qui organisent des événements et des championnats et des tournois et qui ne sont pas donc que l'UFC mais bien d'autres acteurs et qui sont assez nombreux. Il y a une 40aine au moins de ligues dans le monde. Il y a une fédération internationale, il y en a même 2 pour l'instant. Et donc voilà, c'est en train de se structurer et certainement en 2028 au JO. C'est possible. Tu penses, ouais. Possible, en tout cas. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie sport. Donc voilà. Ça, c'est sur le sport. Il y a un vrai sujet autour de l'humour avec une chaîne qui s'appelle l'Énorme TV que j'ai racheté et qui est convalescente qu'il faut relancer. Qui initialement diffusait du contenu humoristique et produit.
essentiellement du contenu humoristique produit en plateau, voilà. D'accord. Que de l'humour. Et il diffusait effectivement du métal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'était un mix un peu original, mais très original. Donc sur une chaîne thématique linéaire. Donc, très original, mais alors compliqué effectivement à défendre, à expliquer à un opérateur, et même compliqué à expliquer aux gens, parce que tu peux toujours dire que tous les gens qui aiment le métal aiment rire, mais tu peux pas dire que tous les gens qui aiment rire aiment le métal. Ouais, c'est vrai. Donc ça marche pas. En fait, le concept, il est juste pas tenable. Par contre, une chaîne de métal, ça a du sens, et une chaîne d'humour aussi. Donc voilà. Et là, l'idée, c'est essayer de repositionner un petit peu la marque, retrouver un petit peu une ligne éditoriale et voir comment la diffuser. Mais cette fois-ci sur un mode purement OTT. Ok. Ah oui, forcément. Ouais. Ok. Voilà, et d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont toujours liées dans le divertissement. C'est la musique. Il y a quelques années, j'ai rencontré je connais depuis assez longtemps un chef d'orchestre. Et donc, on a eu l'idée, lui voulait vraiment sortir de son studio, puisqu'il faisait beaucoup de musique, de séries, de films, de pubs. Orchestrateur, compositeur, réarrangeur de musique et direction d'orchestre. Et donc, pour on va dire, faire passer sur scène sa passion de la musique et sa passion des instruments et sa passion de l'écriture et de l'écoute musicale des grands musiciens à un public notamment jeune et enfant. Et donc, on va dire rééduquer l'oreille et le sujet dans l'esprit des gens de la musique symphonique, orchestrale. Donc, j'ai trouvé le projet top et c'était après une partie de squash quasiment dans un bain bouillonnant et on s'est dit ouais génial, moi je suis partant mais il faut créer une marque. D'accord. Et donc on y retourne et pour moi il fallait bâtir quelque chose avec un projet, un concept et on a appelé ça le Monstre Orchestra, donc on l'appelle régulièrement le Monstre et c'est un orchestre de jusqu'à 70 musiciens qui travaillent avec nous et on a fait récemment ce spectacle à Playel où il y avait 43 musiciens et c'est vraiment un spectacle, c'est pas un simple concert, c'est un show avec de la comédie, de la chanson. Mais il y a derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie volonté aussi d'éduquer quelque part, ou en tout cas de faire découvrir. Ouais. C'est ça un peu le... Faire découvrir, là, c'est vraiment un projet complet. Et dans le fond, la musique est très importante dans nos métiers d'audiovisuel et on l'oublie souvent. Ouais. Tu peux très facilement suivre une série en perdant l'image. Par contre, tu peux pas suivre une série en perdant le son. Alors, le son, non. Oui. Mais la musique, tu peux suivre une série sans musique. Oui, mais ce qui veut dire que la partie audio de l'audiovisuel, elle est finalement plus que 50% importante dans la production d'un programme. Ouais. C'est plus que la moitié. Par contre, je pense pas qu'il y ait plus que la moitié de budget dans l'audio. De audiovisuel. C'est sûr que c'est sûr que donc je pense que là, en tout cas chez nous en France, donc là il y a peut-être des choses à réviser. Ok. Voilà. Super intéressant sur tes projets. Et avant de terminer, il y a la partie un petit peu future, puisque tu nous as dit que tu adorais passionné du futur. Donc forcément, tu dois te poser des questions sur le média du futur. Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je me pose beaucoup la question en ce moment de savoir vers quoi on va. Si on va vers une décentralisation des médias, où on va avoir multiplier les médias, comme on multiplie les chaînes YouTube, on multiplie... on va arriver sur une offre encore plus pléthorique de contenu, avec peut-être une technologie qui va nous permettre de mieux choisir ou d'être mieux guidé, ou est-ce qu'on va revenir vers un peu plus de recentralisation en fait des services, d'agrégation de services autour de grandes marques, et en fait on va revenir un peu aux médias traditionnels où il y avait peu de chaînes télé, mais avec plus de reconnexion sociale entre les gens qui regardent la même chose,
ou est-ce qu'on va vers plus de personnalisation et d'individualité, tu vois, où chacun regarde un peu ses contenus de son côté? C'est quoi, t'as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu... Alors, oui, j'ai un avis. Enfin, moi, je pense que ça dépend à quelle échéance on se projette. Bien sûr. Si on se projette effectivement à 10 ou 20 ans, la logique, c'est qu'on rentre de plus en plus dans quelque chose de plus en plus fin vers ses propres affinités, puisque la data va permettre de réaliser ça. Et que donc les gens regarderont de plus en plus facilement ce qui les intéresse, on va dire. Quitte à regarder des contenus que seuls eux regardent. Exactement. Ok. Exactement. Et ne pas le partager du coup, avec puisque. Attends. Dans la cour de non. récré. Oui, on continuera. Rien n'empêchera de partager. Et je pense qu'on continuera à partager parce que sinon on va tomber dans Wall-E, le film de Pixar et de Disney où voilà, chaque humain ne fait plus que mater un écran tout seul dans son coin et tout le reste il sait même plus ce que c'est. D'ailleurs il marche même plus parce qu'il est sur une chaise à roulettes, etc. Qui voilà, on va dire un robot qui le déplace. Donc ça, faut espérer que ça arrive surtout pas. Ça, je crois pas, parce que les humains, ils savent aussi, on va dire, ils sont conscients. Au bout d'un moment, il y a des cerveaux qui sont conscients des dangers futurs de certaines technologies. Non, et puis on a besoin humainement de partager, d'échanger. Regarde les succès des réseaux sociaux, c'est parce que les gens ont besoin ils vivent pas en autarcie. Personne n'a envie de vivre en fait sur une île déserte. C'est-à-dire qu'il y a que l'ermite qui est intéressé par quelque chose qui est complètement moi-centrique. Les gens, ils ont besoin. L'humanité, c'est ça. On a besoin d'interagir. On a besoin d'interagir pour exister. L'homme, il existe parce qu'il y a les autres hommes. Et donc, les médias sont un bon moyen, un bon prétexte pour interagir. En fait. Bah ouais, les médias sont un fabuleux prétexte pour interagir. Donc, pour moi, voilà, le média de masse qui pousse un grand événement en direct pour tous sur des écrans massifs, il continuera à exister. Quand je dis massif, ça peut être même dans des lieux, etc., dans les villes, encore plus grands qu'aujourd'hui. Ouais. Et comme tu vois dans certaines villes, d'ailleurs en Asie ou en Amérique du Nord, parce qu'il y a quand même des écrans de dimension assez folle dans certaines villes. Et c'est que le début parce qu'on n'aura plus besoin de fabriquer physiquement les écrans. Donc pour moi, le step d'après, si je me projette plutôt à 50 ans ou un siècle, on n'aura plus besoin d'avoir d'écran, on n'aura plus besoin d'avoir d'appareils qu'on touche, on aura juste besoin de penser à ce qu'on veut voir, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut échanger avec quelqu'un. Et c'est par la pensée qu'on le fera. Toi, tu vois déjà télépathie, quoi. Ouais, en tout cas, on sait que la recherche, voilà, on n'utilise que 10% du cerveau, ça on le sait depuis très longtemps, et que la recherche travaille sur des sujets comme ça neuronaux où on est capable, les humains devraient être capables d'agir juste grâce à leur cerveau sans physiquement toucher quelque chose. Donc, si on va un peu plus loin et on donne une bonne cinquantaine ou une centaine d'années à tout ça, on peut imaginer que ce soit possible. Et de toute façon, ça me semble assez logique parce que ce qu'on fait en tapant sur des claviers n'est pas naturel. On n'est pas on n'a pas été formé pour être sténodactylo. C'est pas un métier. C'est pas quelque chose d'humainement naturel. Ni regarder, se pencher sur un petit écran toute la journée. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être debout et de regarder face à soi. C'est pas d'être penché sur quelque chose. C'est pas un geste humainement naturel. Ce qui est naturel, c'est de regarder quelque chose comme ça, devant soi. Ça, c'est humain. Et donc, je vois pas pourquoi on continuerait à regarder un truc, une petite boîte, tu vois, si c'est pas un siècle, c'est un siècle et demi. Donc, si on pousse à l'extrême, c'est-à-dire que l'info, tout ce qu'on récupère via les médias, l'information, la culture, etc., tu vas la récupérer via un autre moyen que via des... Elle sera là. C'est-à-dire qu'elle sera là, accessible tout le temps. Tu diras, qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui ? Et quand tu dis ça, l'IA, comme on appelle ça aujourd'hui, bref, les processeurs et le calcul qu'il y a derrière, il sait ce que t'aimes. Ouais. Et il sait, en fonction de l'heure, du jour,
de ton état de santé, de ton rythme cardiaque, de ce que tu as mangé la veille, de ce que tu as fait, il saura éventuellement te proposer quelque chose qui peut te séduire. Et donc, je pense que, et c'est pas plus mal, l'échange avec la machine sera très limité. On n'aura pas besoin. C'est qu'au lieu de passer par Siri pour lui dire Siri, ouais. mets-moi une musique ou mets-moi une chaîne, en fait, tu passeras pas par lui, ce sera directement. Tu passeras par lui, mais tu le prononceras pas avec ta voix. Ouais. Enfin, je pense que ce serait mieux. Parce que imagine ce monde demain où tu as 8 milliards d'humains qui passent leur temps à parler dans le vide à des machines. Pas terrible, quoi. Il y en a déjà beaucoup là. Oui, mais c'est en train d'eux. Mais bon, je pense que c'est juste un passage, c'est une étape, comme celle du clavier en est une, comme on a eu, oui, la machine à écrire, un énorme machin qui faisait un bruit d'enfer, qui permettait de rédiger des textes. Mais bon, t'avais pas de photocopieuse, donc de toute façon, il fallait mettre le carbone. Et puis, combien de copies tu pouvais faire, etc. Et puis après, il fallait poster la lettre, tu vois. Donc ça arrivait au bout d'un certain temps de l'autre côté. Tout ça, c'est remplacé par juste un truc qui tient dans la poche. Moi, je t'envoie la lettre, tu l'as immédiatement, même si tu es à Tokyo. Bon, donc le bon, il est gigantesque, en fait. Le bon qui a fait, d'ailleurs, l'humanité en un siècle, en même pas un siècle, il est énorme, quoi. Et donc, d'ailleurs, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et il y a un bouquin qui s'appelle Non, ce n'était pas mieux avant, qui bat en brèche ces idées reçues qu'on a. Ouais, mais en ce moment, c'était mieux avant parce qu'on avait ci, on avait ça, et puis on bénéficiait quand même de tel truc, c'était sécurisant, et puis on avait le temps d'eux, et puis il y a des guerres partout maintenant, etc. Mais c'est faux, c'est archi faux. Il y a moins de guerres. Il y a plus de gens en bonne santé. Il y a moins de décès d'enfants prématurés. Tous les clignotants sont au vert sur l'humanité. Il faut raisonner à l'échelle de l'humanité. Non, mais c'est très positif. C'est vrai qu'on a tendance à voir les choses un peu négativement aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est dans un catastrophisme, parce qu'il y a des gens et des médias, notamment dans le news, qui poussent à ça. Ils ont intérêt, on va dire, à ce qu'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre de l'an 2022. Rien de spécial. Tout est beau, tout va bien, il fait beau, les gens sont... C'est vrai que c'est pas captivant comme news. Il y aura toujours des infos, mais forcément moins intéressantes. C'est sûr que quand il y a des trucs c'est horrible, mais catastrophiques, ou en tout cas extraordinaires, ça passionne les gens. Donc. Voilà, mais c'est sûr. Voilà. Donc ce bouquin est sympa, il faut être optimiste sur l'humanité. En réalité, elle s'est jamais portée aussi bien, en fait. C'est ça la vérité. Et du coup, pour terminer sur cette vision un peu large, mais et en termes d'offres de contenu, je pense va continuer à avoir de plus en plus d'offres de contenu, ou est-ce qu'à un moment donné, on va quand même finir par un peu centraliser est-ce que le consommateur aura envie à un moment donné d'avoir quelque chose de simple, accessible, rapidement, et pas passer 17 minutes à choisir un film sur Netflix, tu vois. Je suis d'accord. Mais justement, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait de savoir qui tu es, ce que t'aimes, toi, Simon. Ouais. La vraie IA, c'est celle qui te propose exactement ce qui peut vraiment t'intéresser. Celle d'aujourd'hui, elle est primitive encore. Elle est primitive. La pub sur Internet est primitive. Quand on te repropose, et les algorithmes te reproposent 15 fois la même paire de chaussures que tu as déjà acheté sur Amazon quand tu passes sur les sites, il y a quand même un problème. Ce qui t'intéresse, c'est peut-être les lacets ou les chaussettes, pas les chaussures. Donc, ou les costumes qui vont avec, mais pas des paires de chaussures, puisque tu l'as déjà vu, soit tu l'as acheté, soit tu as décidé de ne pas l'acheter. Donc, si tu veux, on n'est qu'au début. Donc, je pense que oui, on saura te pousser le truc qui t'intéresse. Plus il y aura de trucs, ça c'est pas grave, puisque de toute façon, les intelligences artificielles, quelque part, arriveront à agréger toutes les infos de tous les contenus qu'il y a et te proposer le mieux pour toi à ce moment-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je pense que oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec ça. Parfait. Dernière petite partie, et là, ça va aller beaucoup plus vite. C'est une question de la fin. Ah, d'accord, ok, vas-y. Tu réponds assez rapidement. Très bien. Quels médias tu consommes aujourd'hui ? Alors, essentiellement, ce que je lis online, donc je lis beaucoup online, de news. La news. Voilà, news, essentiellement de la news. Pas
pas télé, radio classique. Alors le matin aussi de la radio classique, okay. La radio classique encore un peu pour l'instant. Et les réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux aussi. Voilà, je les consomme peu, on va dire, par rapport à d'autres aujourd'hui, mais je les consomme pour des raisons pro et perso. Ok. Parce qu'effectivement, pour le boulot, oui, j'ai aussi des raisons de clairement les consulter. Ça, oui. Et un peu de podcast de temps en temps. Super. À droite, à gauche. Sur la tech, surtout. Sur la tech, très bien. T'en as à conseiller j'ai beaucoup écouté à une époque ceux de 01net. Ok. Voilà. Moi, je mettrai éventuellement les liens dans la description. T'as déjà monté, je pose cette question, quel média aimerais-tu monter? Donc toi, t'as déjà monté plusieurs médias, mais si tu pouvais remonter en arrière et choisir un média ou voilà, quelque chose d'incroyable dans le milieu des médias qui s'est créé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'as toujours trouvé ça fantastique et t'aurais bien aimé le monter? Quelque chose qui a formidablement réussi, qui est devenu une marque. Ouais. Oui. Écoute, j'ai pas forcément un truc qui me vient comme ça. J'avoue. J'aime bien ce qu'a fait Bouygues avec TF1 parce qu'ils ont racheté une chaîne qui était absolument pas la chaîne leader en France, et c'est pour ça que l'État avait décidé de la vendre. C'est parce que justement c'était pas les joyaux de la couronne. Et ils en ont fait justement un joyau pour des gens qui venaient pas de la télé, comme quoi. Donc bon, okay. Intéressant. C'est aujourd'hui une très belle marque. Et une vraie réussite. En France, il y a aussi Molotov. Je trouve pas ça une belle marque parce que je pense que la marque, je veux dire le nom Molotov. Le nom, oui, ouais. en soi, est vraiment un truc. Je trouve que c'est tout sauf une bonne idée. Pour différentes raisons qui tiennent à l'époque où le terrorisme est très présent et aussi ce que veut dire Molotov. Qui était Molotov, ce soviète qui a inventé qui fait partie de l'ère communiste et ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'humanité avec 30 millions de morts. Donc Molotov, moi, ça me laisse plus que froid. Mais au-delà de la marque. Mais au-delà, évidemment, de ce sujet-là qui était un nom de code qui est une fois encore devenu la marque utilisée. Oui, j'aime bien ce qu'ils ont monté et c'est vraiment quelque chose qui est une belle réussite d'avoir pu faire comprendre que ce que pouvait être éventuellement une plateforme française qui permet d'accéder à tous les contenus de la TNT. Ce qu'ils ont fait, ils ont permis de créer une approche, une perception de la profondeur de programmes disponibles en TNT. C'est-à-dire, il y a plus de 850 heures de programmes par jour, donc sur les chaînes TNT. Donc, il n'y a pas rien, puisqu'il y a 800 heures de programmes. Donc, il y a forcément quelque chose pour chacun. C'est pas vrai qu'il n'y a rien. Simplement, il faut savoir comment les trouver. On revient à ces histoires de comment je choisis mon film, comment je sais ce qu'il y a. Donc, ils ont créé quelque chose qui a donné une autre façon, une autre perspective de ces programmes d'un seul coup d'œil. Voilà. Et ça, c'est vraiment fort. Et ça, c'est vachement bien. Super. Voilà. Tu as parlé d'un livre tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres livres un peu que tu recommandes ou que tu offres généralement Non, parce que je suis pas tellement quelqu'un qui des bouquins. Moi, je suis plutôt quelqu'un de l'audiovisuel, du film, du cinéma, en tout cas, ou des séries. L'image, j'adore ça. Et là, si j'ai un truc que je conseille souvent, c'est un truc tout bête. C'est un film incroyable. Ouais. Qui dans le fond n'a pas vieilli tant que ça, qui s'appelle The Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Ouais. Et ça date de 1939. C'est un film de Victor Fleming. C'est un film qui a une histoire incroyable. Judy Garland, qui était une femme, une jeune fille à l'époque et qui était comme un Shirley Temple, qui a eu une carrière qu'elle a démarré enfant à cette époque à Hollywood où il y avait des enfants qui étaient dans des comédies musicales, qui chantaient, etc. Et c'est une comédie musicale d'ailleurs, et c'est exceptionnel, c'est joyeux, c'est gai, c'est positif, c'est un conte. Ils ont galéré comme des fous pour le produire. Il y a eu 6 réals il y a eu 6 réals avant que Fleming finisse par faire ce film, qui a aussi fait Autant l'emporte le vent, donc il y a un grand en réalité du cinéma. Et
Et le film, j'encourage les gens à le voir parce que Le Magicien d'Oz est un film Où est-ce qu'on peut le voir ? magnifique et qui est un monument en fait du cinéma. On peut le voir en DVD ou sur une plateforme sans aucun doute. À une époque, il y a eu une plateforme Turner, donc de mes anciens, mais qu'ils ont fermé. Voilà. Donc voilà. Donc eux, ils ont bien raté le tournant. Ouais, voilà, malheureusement. Mais voilà, non, c'est un très beau film et c'est magnifique. Je le conseille. Super, génial. Un petit conseil, parce qu'on a aussi des gens, je pense, qui écoutent, qui ont des boîtes, qui montent des boîtes ou qui ont des problématiques autour de la productivité. Est-ce que toi, tu as des routines particulières ou des applications que tu utilises pour être plus productif, pour organiser tes journées, pour... je suis presque effectivement un peu old school. J'utilise Calendar, le calendrier. Calendar, et t'organises pas... Parce que toi, tu gères plein de projets en plus en parallèle. Tu compartimentes pas tes journées, t'as pas de... Alors, je peux avoir des couleurs différentes par business. En revanche, non, je compartimente pas, je ne dédie pas mes journées à une activité, une marque ou une chaîne en particulier. Au contraire, j'adore sauter de l'un à l'autre dans la même journée. Si j'ai pu travailler sur Robots, qui est une série qu'on est en train de coproduire d'animation preschool, un autre projet, c'est génial si je peux faire du Monstre Orchestra dans la journée, du Robots, du MMA, de l'énorme TV. Ce qui m'amuse, ce qui me plaît, c'est justement que mon cerveau puisse m'entraîner et travailler sur différents sujets dans la même journée. J'adore ça. Super. Donc moi j'aime bien quand ça switch. Mais par contre, si j'avais pas mon agenda, mon calendrier, c'est clair que j'aurais du mal à gérer mes journées. D'accord, donc Calendar et le multiprojet, super. Dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui veulent lancer des projets dans les médias ou des médias tout simplement, ou un conseil qu'on t'a donné, que tu as appliqué, que tu as trouvé super, ou un conseil que tu donnes souvent? Il faut jamais lâcher, il faut être monstrueusement persévérant. Parce que on est dans un monde où comme disait justement Patrick Lelègue, je recite, le temps de service disponible, il est microscopique. On a l'impression que les gens n'ont plus le temps, alors qu'ils n'ont jamais eu autant d'outils pour organiser leur temps. C'est ça. Donc j'ai toujours du mal à croire qu'on me dit j'ai pas le temps. Ou alors quand on me dit je suis sous l'eau, je réponds à chaque fois j'espère que tu sais nager. Parce que pour moi ça n'existe pas a priori. Parce que tu as des outils qui te permettent de t'organiser. Voilà. Donc, mais la triste réalité, c'est que les gens sont souvent injoignables et qu'ils ne répondent pas. Donc, il faut s'accrocher. Donc, il faut être persévérant. Donc, il faut vraiment insister. Et il faut surtout croire à ce qu'on fait et ne jamais se dire, pas écouter les gens qui disent en général, parce qu'on est en France, ah oui, c'est bien ton truc, mais bon, vaut mieux que tu laisses tomber parce que c'est trop dur, c'est pas possible. Faut jamais écouter ça, c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Si on dit ça, c'est le début, c'est que c'est très bon, c'est que c'est totalement possible. D'ailleurs, Napoléon l'a dit, impossible n'est pas français. Donc c'est ça qu'il faut plutôt avoir en tête, impossible n'est pas français. Et super. Si les gens veulent te contacter, te joindre, te poser des questions, les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, LinkedIn. Je suis pas du tout un Twitter addict, donc LinkedIn, André de Semlienne. J'ai un nom un peu unique qui me permet d'être le seul à le posséder, donc voilà. Faut juste savoir comment l'écrire, mais c'est bon. Merci André pour tout ça, et je te dis à très bientôt. Merci Simon, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.